Bonjour Dominique Cap. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview à l'occasion des élections municipales de l'année prochaine. Vous êtes maire d'hiver droite de la commune de Plougastel depuis mars 2001, commune de plus de 13 000 habitants. Vous êtes vice-président de Brest Métropole et président de l'association des maires du Finistère. Les 5 atouts d'une ville sont de retour pour le second numéro de cette saison. Les cartes sont toujours présentes sous une autre manière pour cette fois-ci. Elles sont en face de vous avec les 5 priorités donc pour la commune, la santé, les transports, l'éducation, les animations et le logement. Une fois l'atout choisi, je vous poserai 2 questions sur le sujet. On débute l'interview par les questions de boost. En tant que vice-président de Brest Métropole, quelles sont les compétences que vous exercez au quotidien ? Alors, en tant que vice-président de Brest Métropole, donc j'ai à la fois ma délégation et mon action générale sur la métropole. Commençons par ma délégation. J'ai une délégation qui est assez sympathique parce que je suis vice-président en charge des relations internationales. Donc tout ce qui touche aux relations, aux discussions de Brest Métropole. Des fois, ça dépasse le département de la région, mais surtout Brest Métropole avec l'étranger passe par moi. Notamment l'enseignement supérieur et la recherche, les nouvelles technologies, les startups, le technopole, la médecine, tous ces sujets-là, quand on a des coopérations avec l'étranger et qu'il faut des interventions institutionnelles, ça passe par moi. Quand on organise, par exemple, des missions à l'étranger, on a différents acteurs du territoire qui se coordonnent. Il faut souvent un institutionnel, donc c'est soit le président de la métropole, soit son vice-président. Et là, c'est moi le vice-président. Les relations également avec l'Europe, Commission européenne, l'Europe, l'Arc Atlantique. On est membre dans différents réseaux internationaux et systématiquement, c'est moi qui m'en occupe. Très bien. Je l'évoquais en début d'interview, vous êtes donc président de l'association des maires du Finistère. J'aimerais savoir quel est votre rôle auprès des élus du département. Ah, alors là, c'est un rôle... je suis bénévole à l'association des maires du Finistère. Ça me prend beaucoup de temps. Ça me prend à peu près une journée par semaine. L'association des maires de France est divisée ensuite par département. Et donc, chaque département a sa propre association. Donc, je suis le président au Finistère depuis 2014. J'étais premier vice-président en 2008. Et donc, tous les maires, quand ils ont des problèmes, ils passent par l'association des maires pour essayer de leur trouver des solutions, notamment les petites communes, mais pas que. Et donc, on a des tas de sujets. Là, on a une réunion bientôt sur la retraite des maires. On a un truc sur les violences contre les maires. On a un truc sur comment monter notre budget après les prochaines élections. La formation des élus. Comment recruter un bon secrétaire de mairie ou directeur des services. Là, on avait monté une réunion sur la politique des cimetières, comment est-ce qu'on gère les concessions, les droits de l'urbanisme, l'action sociale. Tous ces sujets-là transitent par l'association des maires. Et on pense que c'est une très grosse machine. L'association des maires du Finistère, c'est 3 salariés. Elles sont 3. Par contre, on a tous les maires du Finistère, tous les communes sont adhérentes et toutes les intercommunalités. Je préside actuellement aussi les maires de Bretagne. On est 1200 maires en Bretagne. Donc je suis leur président. Voilà, donc il n'y a rien de plus indiscipliné qu'un autre maire. Donc faut arriver à gérer tout ça, le faire et le sourire. Et il faut aimer les gens et aimer le territoire et aimer son rocher, son caillou, comme on dit, pour pouvoir s'investir là-dedans. Donc ça fait partie de l'ADN des maires en général et forcément ça fait partie de l'ADN du président des maires. Depuis le début de votre mandat à la présidence, quelles actions vous semblent les plus marquantes ? Alors, on a un événement qui est majeur qui s'appelle le Carrefour des communes du Finistère. Le Carrefour des communes du Finistère, on a fêté la 10e édition en 2024, on aura donc la 11e édition en 2026, et tous les 2 ans, on réunit tous les maires du Finistère, les adjoints, les conseillers, tous les services des mairies, les services avec qui on travaille, les services de la préfecture, les pompiers, les gendarmes, tous ces gens-là sont invités à un grand carrefour. On est plus de 5000 congressistes et on fait ça donc à Brest.
Donc c'était au Quartz jusque-là. Et là, on travaille sur la prochaine édition qui aura lieu en 2026, en octobre toujours, au Capucin. Donc voilà, où on a un salon avec donc une centaine d'exposants, des entreprises qui travaillent avec les collectivités. Elles viennent présenter ce qu'elles font, leur boulot, leurs produits. Et on invite tous les élus à venir avec un format à la fois un peu ludique, c'est-à-dire qu'il y a des moments d'animation, il y a des ateliers, et puis il y a ce salon. Pendant 363 jours, les maires s'occupent des autres, pendant 2 jours, on s'occupe des maires. Le métier de maire évolue, et selon vous, qu'est-ce qui a changé ces dernières années ? Alors déjà, c'est une fonction, on dit pas un métier, donc même si on passe des heures effectivement comme toute activité, je dirais, qu'est-ce qui a changé ? La proximité n'a pas changé. On est un maire qui n'est jamais proche des gens, ça peut pas fonctionner, même si la façon d'être proche a changé. Ce qui a changé, c'est énormément de complexité administrative. Beaucoup de documents, c'est de plus en plus difficile et compliqué de monter un dossier, monter un projet. Là, il y a un vrai problème de simplification à faire. L'impatience, qui a aussi changé des gens qui veulent tout de suite. Les réseaux sociaux y contribuent, le côté anxiogène y contribue. Et donc, le rôle des maires, effectivement, c'est de prendre de la hauteur, de rester assez serein et avec beaucoup de hauteur, parce que si on rentre dans le passionnel, on n'arrive pas à grand-chose. Donc ça a vachement beaucoup évolué depuis que 25 ans que je suis arrivé maire. J'ai vu une très grosse évolution, mais la proximité, elle n'a pas bougé. Revenons sur Plougastel. Quels sont, selon vous, les avantages concrets pour une commune comme Plougastel d'appartenir à une métropole comme celle de Brest ? Alors déjà, les avantages de Plougastel tout court, c'est on a une bonne taille de commune. Plougastel, on est 8e commune du Finistère, je crois, 8e ou 9e. On fait partie sur les 35 000 communes de France, il y en a 800 au-dessus de 10 000 habitants, dont Plougastel. Donc on a une taille de commune, 13 500 habitants, 15 millions d'euros de budget annuel. Moi j'ai 120 salariés à peu près sur la commune, donc c'est une taille à la fois importante qui permet de travailler, et à taille humaine où on connaît pas tout le monde mais presque. En tout cas tout le monde connaît le maire. Donc voilà, on a les moyens de travailler et donc c'est plutôt sympa. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, dans la métropole. Dans la métropole, il faut y trouver sa place. Donc elle a un avantage, c'est que avantage inconvénient, c'est une petite métropole. Il n'y a que 8 communes. Alors, contrairement à des très grosses métropoles qui ont 80 communes, 8, on se connaît tous aussi. Des élus, on se connaît tous. Donc, ça reste à une taille gérable. Par contre, la taille de la métropole pour peser à l'extérieur, elle est un peu petite. Voilà. Et puis, c'est une très grosse machine qui a pris beaucoup de compétences. Donc, des fois, j'ai reçu des gens cet après-midi sur les problèmes d'eau et d'assainissement qui ne sont pas de la compétence du maire, mais de la métropole et d'une société qui s'appelle Eau-du-Ponant. Donc il faut que j'explique, ils viennent me voir en disant j'ai un problème, réglez mon problème. Oui, mais c'est pas si simple que ça. Donc ils comprennent pas que le maire est pas là, il a pas tout pouvoir, et puis on vient le voir, il donne la réponse, il fait, et puis c'est réglé. C'est pas si simple que ça. Il y a des réglementations, il y a des votes, il y a des démarches à faire. Alors, je vais les faire, mais le fait d'avoir délégué le pouvoir à une autre structure fait que des fois on a du mal à expliquer aux gens comment ça peut être efficace. Donc voilà. Donc, par contre, quand une décision est prise à la métropole et la métropole met les moyens pour le faire, c'est une grosse machine de guerre, et donc ça fait du gros travail quand même. Ouais. C'est parti, vous pouvez choisir le premier atout. Très bien. Eh ben, le premier atout, je vais prendre l'atout logement. La commune de Plougastel a lancé la restructuration de l'îlot des voyageurs. Oui. Situé en plein centre-bourg, à proximité immédiate des commerces et des services, ce projet prévoit la construction de 17 logements répartis entre locatif social, accession à la propriété et logement adapté aux seniors. Il est porté par la société Yves Scavanec Promotion Bretagne en partenariat avec la mairie.
Le chantier inclut également des aménagements paysagers, des cheminements piétons. Le permis de construire a été validé en 2024 pour une livraison prévue en 2026. Ce programme de 17 logements au centre-bourg est un chantier structurant. Quels besoins précis avez-vous voulu adresser à ce projet ? Sur le logement, c'est un projet d'hypercentre, le projet des voyageurs, mais on est sur une vision beaucoup plus globale en fait. C'est quoi les besoins en nombre de logements, c'est quoi la densité, c'est quoi la typologie des logements, c'est quoi la nouvelle réglementation sur les logements en termes d'énergie, d'isolation, en termes de mètres carrés, en termes de mobilité. Donc toutes ces questions-là sont posées via le logement. Le logement, c'est le sujet le plus important aujourd'hui à Plougastel dans beaucoup de communes. Pas de logement, pas d'habitants, pas d'habitants, pas de jeunes, pas de jeunes, pas de gens dans les écoles, etc. Donc, c'est vraiment le sujet, c'est très dur de se loger, très dur d'avoir des logements adaptés à des prix raisonnables, de qualité, donc c'est vraiment un sujet. Le temps aussi, c'est-à-dire que le temps qu'on prend, tu me demandais tout à l'heure, qu'est-ce qui a changé en 20 ans, c'est cette notion, est-ce qu'avant, un projet de logement, on avait l'idée, 2 ans et demi après, on sortait les projets de logement. On est sur 4-5 ans. Ces projets-là, ils datent de 2020. On va les livrer normalement en 2026. On aura mis 6 ans à les faire. Pour 17 logements, ça montre le temps qu'il faut prendre. Donc, on est sur un vrai projet structurant dans le sens où c'était un vieil hôtel qui était en très mauvais état. Il y avait de la mérule. Voilà, le bâtiment était fermé depuis des années et des années. Et il y avait des vieilles maisons abîmées au-dessus autour. Donc aujourd'hui, on va rénover un quartier. On est dans une logique de consommer moins de terrain et de rebâtir la ville sur la ville. Et donc là, on a un bel exemple où on va faire effectivement ces 17 logements avec un mix entre du logement classique et du logement social et de l'activité professionnelle au rez-de-chaussée, puisque normalement, on aura une nouvelle agence du Crédit Agricole qui va venir à cet endroit-là. Et bien, vous pouvez choisir le second atout. Second atout, l'éducation. Mon choix pour l'éducation est l'école Mona Ozouf. J'interromps l'interview puisque sur l'atout de l'éducation, j'avais choisi de parler de la rénovation de l'école Mona Ozouf à Plougastel. Suite à de mauvaises informations sélectionnées de ma part, elles étaient erronées. Alors Dominique Cap a clarifié la situation sur toutes les écoles de la commune. Alors voici sa réponse. Alors, tu as pas dû avoir les bonnes informations. En fait, on refait sur l'éducation, on refait 2 groupes scolaires neufs. L'école Mona Ozouf, elle est en activité, elle est finie, elle fonctionne, et on fait une deuxième école qui s'appelle l'école de Caravel, qui est en travaux, en chantier, et qui devait être livrée en 2026, qui finalement sera livrée en 2027. En 2 mots, quand même, c'est bien, l'idée est bien exprimée, hein, juste quelques dates à corriger. En 2012, nos écoles arrivent un petit peu au bout. Elles sont fatiguées. On a le choix. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on rénove ? On avait 3 groupes scolaires publics et un groupe scolaire privé. On aide aussi le groupe scolaire privé, plus une école d'Iwan qui s'est montée depuis. Concernant les écoles publiques qui sont la compétence de la mairie, est-ce qu'on rénove les 3 vieilles écoles ? Est-ce qu'on regroupe et on fait 2 groupes scolaires ? Est-ce qu'on fait du neuf ? Est-ce qu'on rénove ? On a eu toutes ces questions-là. On a fait tous les scénarios, on les a étudiés financièrement, on les a étudiés en termes de fonctionnement, de modalités. On a fait un choix. Après, c'est le but des élus, c'est de choisir et de mettre un programme. Donc, on a mis un programme sur 10 ans à peu près. Donc, 2012, on travaille là-dessus. 2014, on lance le démarrage des projets. Et on a donc fini l'école Mona Ozouf, 16 classes, école tout neuve, de A à Z, et on fait le deuxième groupe scolaire, l'école de Caravel, avec 16 classes aussi, dont on aura, on va dire, un groupe scolaire au sud de la commune du bourg et un groupe au nord du bourg, de manière à répondre à la carte scolaire. Et on a fermé l'école du Champ de Foire aujourd'hui, qui est dans la rénovation urbaine, où on va faire des logements aussi, des activités, comme pour les voyageurs. Et on va fermer l'école de Guarimgose, où sont tous les enfants actuellement, le temps qu'on rénove l'école de Caravel. Donc on a à la fois un mix. On a fait une école neuve, l'école Mona Ozouf, et on a repris une des plus vieilles écoles de la commune, mais qui était en bon état encore, qu'on a complètement restaurée, et qui est en cours, avec une extension neuve pour les maternelles, de manière à avoir une deuxième école, et j'aurai réglé le dossier des écoles pour les 50 prochaines années normalement. Très bien. Et vous pouvez tirer choisir le troisième atout. Troisième atout. Les transports.
Pour les transports, j'ai souhaité évoquer le programme métropolitain Mon réseau grandit. Plougastel bénéficie d'une amélioration de son réseau de bus. La ligne 19 qui relie Plougastel à Brest a été renforcée avec des passages plus fréquents et une meilleure amplitude horaire. En parallèle, le futur pôle d'échange multimodal, prévu pour fin 2025, permettra de connecter plus facilement les usagers aux lignes de bus et aux mobilités douces. La ligne 19 a été renforcée ces dernières années. Qu'est-ce que cela a changé concrètement pour les habitants, notamment ceux qui travaillent ou étudient à Brest ? Toutes les informations sont justes là-dessus, c'est bon. Les mobilités, transport très important. La ligne 19, c'est effectivement la ligne qui est attribuée à Plougastel. Donc, c'est une ligne assez classique qui va de Brest, qui passe par le pont de Niroise et qui fait le tour du bourg de Plougastel pour rejoindre la zone de Tirménez. Aujourd'hui, elle répond bien, elle est bien fréquentée, et même le matin très chargée d'ailleurs. Et l'augmentation de la fréquentation, la création des PEM, des pôles d'échange multimodaux, qui sont une amélioration des aires de covoiturage, voilà, c'est amélioré quand même, fluidifie et facilite effectivement le transport. On a un souci géographique dans la métropole, c'est qu'on est au sud de l'Élorn. Donc il y a une rivière. Faut passer une rivière qui s'appelle l'Élorn. Il n'y a pas le choix. Et on a 60 000 voitures par jour qui veulent aller du sud Finistère au nord Finistère et qui vont sur Brest et sa région. Donc c'est pas un problème qui est uniquement Plougastel, mais ça dépasse, je dirais, au niveau de l'ensemble du département. Et quand le pont coince, il y a que 2 endroits pour passer la rivière, c'est Landerneau et le pont de Plougastel. Donc il y a que 2 coins. Et donc dès que ça bloque, ça pose des soucis. Donc on travaille sur un programme de transport très ambitieux. La ligne 19 est un des éléments, mais on a aussi créé une ligne agricole. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui viennent travailler de Brest dans les serres de Plougastel, aux fraises, aux tomates, etc. Donc beaucoup de gens viennent travailler. Donc on a mis un bus spécial. On a commencé avec un bus, on en a 5 aujourd'hui, qui amène les gens pour travailler le matin et qui rentrent le soir. Et le grand projet que j'ai, le grand enjeu, alors on développe les pistes cyclables, on développe le covoiturage, on développe les minibus pour les personnes âgées, donc tout ça, ça fonctionne. Mais l'enjeu, en fait, sur les ponts, c'est la rénovation du vieux pont de Plougastel, de manière à y mettre soit un bus à haut niveau de service, soit encore mieux, peut-être un tramway. Et là, on aura vraiment une vraie réponse sur les transports et les mobilités. Avec l'arrivée du pôle d'échange multimodal, comment imaginez-vous l'évolution du réseau de bus à Plougastel dans les prochaines années ? Ben voilà, donc c'est en partie aujourd'hui le pôle échange multimodal est important parce que alors des gens de Plougastel et d'ailleurs viennent se stationner là. Ils peuvent soit prendre un vélo et partir ensuite avec des vélos qu'on va pouvoir en prendre. Il y aura des bus au niveau de service qui vont venir là. On a une navette rapide qui va partir de Tirménez, de la zone du centre Leclerc, qui va s'arrêter là pour aller sur le port de commerce. Ça, c'est une nouvelle offre qui va démarrer à début d'année là. Et la ligne 19, évidemment, qui s'arrête là. Et demain, comme on aura fait le pôle échange multimodal, on pourra attaquer les travaux du vieux pont et elle arrivera au pôle échange multimodal. Et après, le but est qu'elle aille vers l'opérette en plus. Vous pouvez tirer le 3e atout. 3e atout, tiens, l'animation. L'espace Havel-Vore, salle culturelle pluridisciplinaire de Plougastel, propose chaque année une programmation riche, spectacles jeunes publics, théâtre amateur, concerts et humour. Le printemps, le festival les Feux de l'humour, organisé chaque printemps, est devenu un rendez-vous incontournable avec plus de 800 spectateurs accueillis en 2024. La commune soutient également les initiatives associatives comme les animations bilingues d'Yves ou les événements intergénérationnels portés par les maisons de quartier. Le festival Le Feu de l'humour attire chaque année des centaines de spectateurs. Qu'est-ce que ce rendez-vous dit de l'identité culturelle de Plougastel ? Alors, le festival des Feux de l'humour, ça c'est moi qui l'ai créé, de A à Z, puisque c'était en 2009, c'était la crise, les gens n'avaient pas le moral, c'était, je rappelle, la crise des subprimes à l'époque, et donc c'était une période un peu bizarre. Il n'y avait pas d'euphorie, etc. Je me suis dit, il y en a marre des gens qui n'ont pas le moral, on va créer un truc plutôt rigolo. Il n'y avait pas de festival d'humour en Bretagne, ou très peu. Donc on a créé un festival qui s'appelle les Feux de l'humour, dont on a sorti en 2008, donc la première édition en 2009.
et on s'appuie beaucoup sur les jeunes talents que personne ne connaissait. Et on fait un tremplin. Il y a plein de jeunes talents qui s'inscrivent, et le premier gagnant qu'on sort s'appelle Kev Adams. Personne ne le connaissait, personne ne savait qui c'était. Et il est venu jouer 10 minutes à Plougastel. Il est revenu 2 fois, il a joué 10 minutes. Il a gagné le tremplin. Il n'a fait qu'un seul tremplin dans sa vie, c'est Plougastel. Et c'est devenu une méga star aujourd'hui. Il y en a plein d'autres, des comme ça, des jeunes humoristes. On en a fait plein. Et la salle de la Velvore fête ses 20 ans. Donc, elle a été lancée en 2025. Donc, c'est les 20 ans de la Velvore. C'est des centaines de spectacles culturels qui sont passés... voilà, des tas de grands artistes. Il y avait Laurie la semaine dernière, samedi. Il y a Hugo Frey samedi prochain. Il y a Soldat Louis Bagat Plougastel qui arrive. Il y a Laurent Voulzy qui est dans quelques temps. Il y a plein de spectacles jeunes publics. Il y a voilà, donc c'est l'espace à Velvore aujourd'hui va être une vraie salle culturelle qui est positionnée sur le territoire, sur le pays. Et on en est assez fiers. On en est assez fiers parce que quand on a lancé cette salle en 2005, on savait pas trop où on allait, mais on voulait faire quelque chose de professionnel. Et un grand merci à l'équipe. En fait, ils sont une toute petite équipe. Par contre, c'est une équipe qui est fidèle, travailleuse et stable. On a, j'ai que 3 directeurs en 20 ans. On a une équipe de techniciens certains sont là depuis l'ouverture, depuis l'origine. Et donc les producteurs de spectacles, quand ils viennent, ils sont en sécurité, ils savent qu'ils connaissent la salle, que le personnel est de qualité, donc ça fonctionne. Donc voilà, la Velvore à 20 ans, c'est une jeune salle encore et on est reparti pour 20 ans. Et comment la commune accompagne les associations et les lieux culturels pour que les animations restent accessibles toute l'année ? Alors, avec l'équipe municipale, on a créé des milliers de mètres carrés de salles et de locaux. J'ai l'impression d'en avoir fait, mais plein. Heureusement, on les a faites. Il y a moins d'argent dans les collectivités pour en faire dans les prochains temps, mais nous, on est plutôt très très bien équipés, avec des équipements qui vieillissent bien. On a cité l'espace à Velvore, mais on a aussi la Velsport pour les sports collectifs. On vient de faire le centre national de skateboard. Donc on a le plus grand centre de skateboard de France, c'est sûr, d'Europe sans doute, où il y a aujourd'hui plus de 2500 adhérents au club de skate, donc c'est énorme. En fait, on a bien identifié le rôle de chacun. Le rôle de la mairie, c'est de mettre en place des outils et de l'accompagnement. Le rôle des associations, c'est de les faire vivre. Chacun son rôle. Les associations ne pourraient pas rayonner et se développer comme ça si elles n'ont pas les outils pour travailler dans de bonnes conditions. Et la mairie, si elle a des outils mais qu'elle n'a pas des gens pour les faire vivre, ça fonctionne pas. Donc, faut trouver cet équilibre. On l'a plutôt trouvé. On est à plus de 190 associations, je crois, à Plougastel dans tous les domaines. Donc, il y en a pour tous les goûts, comme on dit. Et voilà. Et c'est passionnant, c'est vivifiant, ça bouge tout le temps. On dit qu'il y a plus de bénévoles ou moins de bénévoles. Je pense que c'est pas vrai. Le Covid a beaucoup agi, mais je dirais que le nombre de bénévoles est toujours le même à peu près. Mais comme le nombre d'associations a monté, il y a moins de bénévoles par association. Voilà. Donc c'est plutôt ça. Donc l'offre, elle est extrêmement riche, et tant mieux. Et c'est vraiment ce qui fait la force des territoires, la richesse de la vie associative. Très bien. Et vous pouvez tirer le dernier atout. Et alors le dernier atout, c'est éducation, j'ai fait, logement, la santé. La santé. Ouais. À la suite de la crise sanitaire, la commune a mis en place une salle de coordination médicale dédiée aux professionnels de santé de Plougastel. Ce lieu permet de faciliter les échanges entre les médecins, infirmiers, kinésithérapeutes et autres praticiens, notamment en cas de situation d'urgence ou de crise. L'objectif est de renforcer la réactivité du territoire, d'améliorer la prise en charge des patients et de créer un véritable réseau de santé local. Ce dispositif est soutenu par la mairie et les acteurs de santé du territoire. Comment fonctionne cette salle concrètement et en quoi améliore-t-elle la prise en charge des habitants ? Alors, sur la santé, en fait, oui, pendant le Covid, on a mis en place tout un espace de coordination. Je dirais que c'est une période qui nous a obligés d'en mettre en cause. Plougastel est un territoire qui est plutôt bien doté au niveau santé.
Il y a beaucoup de communes, on voit des communes qui n'ont plus de médecins généralistes, qui n'ont plus de... Il n'y a pas de dentiste, il y a pas de... C'est très très compliqué. Alors nous, je dis pas qu'on en a assez, parce que c'est long des fois pour trouver des rendez-vous, je dis pas que c'est simple, mais dans l'ensemble, on a plusieurs dizaines de professionnels de santé. Et tout ce beau monde était là, et puis on est sur des professions libérales, donc chacun a son activité, mais ça avait besoin d'un peu de coordination. Le Covid nous a permis de faire ça. On a créé la première association d'infirmiers libéraux qui s'est montée pour que ils s'arrangent, ils se coordonnent, on puisse gérer les masques, gérer tout ça. Donc ça a bien fonctionné. On a ensuite travaillé avec tous les acteurs des personnes fragiles. Donc j'ai créé un comité, on retrouve le centre Mathurin-Carbrat handicapé, on retrouve la maison de retraite, on retrouve le CCS, on retrouve le Secours populaire, on a tout un tas de structures qui sont réunies et avec lesquelles on travaille de manière à ce que tout le monde ait le même degré d'information, que l'on fasse remonter les problèmes. Plougastel, il y a 162 villages et hameaux. Si on compare avec Landerneau, il est un peu plus grand Plougastel, mais c'est très urbain. Nous, on est très rural. On dit jamais on va au centre-ville, on va au bourg. Ici. On va au bourg, pourtant on est 13 500 habitants. Donc on a près 5 000 habitants au bourg et 8 000 à la campagne. 8 000 à la campagne, on a plein de gens, personnes âgées, isolés dans des hameaux, des villages. Il faut s'en occuper. On a en place tout un tas de structures, il y a des MR, etc., qui interviennent chez les gens, mais tout ça, ça a besoin d'être coordonné. Donc c'est un petit peu le rôle de la mairie, avec le CCAS, d'avoir mis en place tous ces travaux sur la coordination. Donc on travaille aujourd'hui pour développer l'offre médicale en centre-ville, pas en périphérie, il y a un vrai besoin en centre-ville, et c'est un des projets majeurs d'aménagement du bourg. Et puis on continue de travailler sur... là, on vient de faire la semaine bleue, d'accompagnement des anciens. On a fait 350 personnes au repas des aînés. On travaille sur ce qu'on appelle le ciné senior. On invite tous les anciens qui veulent au cinéma une fois par mois avec un film qui est choisi et un goûter. Permet tout le monde de venir au cinéma. Certains n'y vont jamais. On va les chercher, on les amène au cinéma. On travaille beaucoup à la maison de retraite. On a la plus grande maison de retraite de Finistère, 315 résidents. On a des collaborations permanentes avec eux. Il y a une nouvelle directrice qui vient d'arriver. On travaille sur le handicap et l'inclusion, avec le centre Mathurin-Carbrat, mais aussi avec toutes les associations présentes sur la commune. Donc on voit toute cette action que l'on fait sur la santé et l'accompagnement des personnes fragiles. Très bien. Merci pour ces 5 atouts. Et avant d'achever cette interview, à moins d'1 an du scrutin, avez-vous réfléchi à une éventuelle candidature pour un 5e mandat ? Alors, ouais, je réfléchis. Donc, bon, ma décision est prise déjà. On décide pas ça au pied levé. Donc, je te donnerai pas la réponse aujourd'hui. Je vais te donner 2 indices. 1, je suis en pleine forme. Et 2, j'ai fait 25 ans de mandat. Et celui qui a fait la plus longue durée de mandat, il a fait 26 ans à Plougastel. Il s'appelle Mathurin Thomas. Donc je suis juste 2e. Voilà, et je suis en pleine forme, j'ai 58 ans. Donc, et tu as vu, j'ai présenté toutes les perspectives et tous les projets que j'ai pour Plougastel. J'ai une vision après pour 10 ans. Je terminerai là-dessus, c'est qu'en fait, un mandat, quand on travaille, c'est par cycle. Et or, il faut du temps pour faire les choses. Donc le temps, c'est un cycle, c'est 2 mandats. Donc les 2 premiers mandats que j'ai fait toute la partie équipement sportif culturel, la Velvor, la médiathèque, la Velsport, etc. Le 2e cycle qui est en train de se terminer, c'est le cycle des écoles. J'ai revu tout le programme des scolaires, on en a parlé, et on est en train de terminer le cycle des écoles. Et là, j'ouvre un 3e cycle que sont les espaces publics. Donc on a fini ça. Maintenant, j'ai l'aménagement. On parle l'îlot des voyageurs, la place du Calvaire, il y a plein de titres qu'on n'a pas cités. Et là, on part pour 10 ans d'aménagement public. Donc, on démarre un nouveau cycle. Donc, j'aimerais bien le démarrer, ouais. C'est la fin de cette interview. Merci Dominique Cap d'avoir joué le jeu des 5 atouts d'une ville. Merci à toi et bonne continuation. Merci.